Au cours d'une nuit inattendue, un millionnaire connaît la plus grande frayeur de sa vie lorsqu'une petite mendiante surgit soudainement devant sa voiture et s'évanouit sur le trottoir. Désespéré, il se précipite pour aider la fillette. En la voyant reprendre connaissance, il est surpris lorsqu'elle lui murmure quelque chose à l'oreille. Les mots de l'enfant révèlent un secret du passé si profond qu'il fait fondre le millionnaire en larmes, là, sur place. La raison de ce geste est si percutante qu'elle le laisse complètement sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La fine pluie transformait les rues de la ville en miroirs sombres, reflétant les néons des bâtiments commerciaux qui se dressaient comme des géants endormis. Édouard Mandé ajusta le nœud de sa cravate en soie italienne tandis qu'il filait à toute vitesse dans sa Mercedes-Benz à travers les avenues animées. Ses doigts tapotaient impatiemment sur le volant en cuir. L'horloge du tableau de bord indiquait 23h40. Il était en retard pour la réunion la plus importante de sa carrière. À 45 ans, Édouard avait bâti un empire immobilier qui s'étendait sur 3 États. Sa société, Mendes et Associés, était synonyme de luxe et d'exclusivité sur le marché haut de gamme. Ce soir, il allait enfin conclure l'accord qui ferait de lui le plus grand promoteur de la région métropolitaine. 100 millions de dollars d'investissements étrangers n'attendaient que sa signature. Le costume bleu marine de créateur épousait parfaitement sa silhouette athlétique, entretenue par de rigoureuses séances d'entraînement personnel. Ses tempes grisonnantes lui conféraient une distinction qui impressionnait dans les cercles d'affaires les plus sophistiqués. Édouard était connu pour sa sagacité calculatrice et sa capacité à transformer chaque opportunité en un profit substantiel. Son téléphone portable sonna pour la 3e fois en 10 minutes. C'était Marcus, son associé depuis plus d'une décennie. « Ever, où es-tu » Les investisseurs japonais commencent à s'impatienter. Cette réunion ne peut plus être reportée. « J'y suis presque, Marcus. 5 minutes et je suis là. » Fais-les patienter avec la présentation sur le développement durable que nous avons préparée. Édouard raccrocha sans attendre de réponse et appuya plus fort sur l'accélérateur. Les rues commençaient à se vider, ce qui était typique pour cette heure en pleine semaine. Seuls quelques piétons pressés marchaient sur les trottoirs mouillés, abrités par des parapluies qui se balançaient au gré du vent. Park Avenue s'étendait devant lui comme une artère palpitante de la métropole. Édouard connaissait chaque virage, chaque feu de circulation, chaque raccourci qui pouvait lui faire gagner de précieuses minutes. Son esprit était déjà dans la salle de réunion, visualisant les contrats signés, les poignées de main scellant des accords de plusieurs millions de dollars. Alors qu'il approchait de la 50e rue, un coin particulièrement mal éclairé attira son attention. Les lampadaires de ce pâté de maison étaient en panne, créant une obscurité qui contrastait avec la luminosité des grandes avenues. Édouard ralentit instinctivement, ses réflexes d'homme d'affaires toujours en alerte face à toute anomalie dans son environnement. C'est alors qu'elle apparut. Une petite silhouette fragile émergea des ombres, tel un fantôme de la nuit. Édouard vit d'abord les pieds nus, puis la minuscule silhouette d'une enfant qui ne pouvait avoir plus de 6 ans. Ses cheveux en désordre se balançaient tandis qu'elle titubait vers la rue, comme en transe. Le temps sembla se figer. Édouard freina de toutes ses forces, sentant les pneus déraper sur l'asphalte humide. L'ABS de la Mercedes fonctionna parfaitement, mais le cœur de l'homme d'affaires battait comme un tambour de guerre. La distance entre le pare-choc et la fillette était inférieure à 1 mètre. Elle tomba. Il n'y eut aucun impact, mais la frayeur suffit à faire céder ses petites jambes. L'enfant s'effondra sur le trottoir comme une poupée de chiffon, ses bras fins étendus sur le béton froid. Édouard sauta de la voiture avant même d'avoir complètement enclenché le frein de stationnement. « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Les mots sortirent comme une prière désespérée tandis qu'il s'agenouillait à côté de la fillette inconsciente. Ses mains tremblantes touchèrent son poignet, cherchant des signes vitaux. Son cœur battait, faiblement mais régulièrement. Elle était vivante. Édouard sentit des larmes monter à ses yeux, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. L'odeur de l'asphalte mouillé se mêlait à l'arôme de son coûteux parfum français, créant une combinaison étrange qu'il n'oublierait jamais. Quelques piétons commencèrent à s'approcher, formant un petit cercle autour de la scène. Édouard les remarqua à peine, toute son attention étant concentrée sur cet enfant fragile, vêtu de vêtements en lambeaux qui avaient autrefois été blancs mais portaient maintenant les marques d'une vie dans la rue. Soudain, ses yeux s'ouvrirent. Édouard n'avait jamais vu des yeux aussi profonds, si chargés d'histoire et de souffrance. Un instant, ils se fixèrent en silence absolu. Puis, sa voix murmura quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. « Monsieur Édouard. »
La voix de la fillette n'était qu'un souffle, mais chaque mot perça la poitrine de l'homme d'affaires comme une lame acérée. Vous avez sauvé ma famille sur Church Street, il y a 2 ans. Edward sentit le monde tourner autour de lui. Church Street. Comment aurait-il pu oublier? Il y a 2 ans, par un après-midi pluvieux très semblable à cette nuit, il avait arrêté sa voiture en voyant une famille se faire expulser d'une modeste maison. Une jeune femme pleurait désespérément en tenant un petit enfant dans ses bras, suppliant pour quelques jours de plus afin de rassembler l'argent du loyer. À cette époque, Edward portait encore des traces de la compassion qu'il avait héritée de sa mère. Sans hésiter, il avait payé non seulement le loyer en retard, mais aussi 3 mois d'avance, et avait laissé assez d'argent pour que la famille puisse se ressaisir. Il l'avait fait anonymement, demandant seulement que le propriétaire ne mentionne pas son nom. Aujourd'hui, les méchants hommes veulent vous attraper après le pont, continua la fillette en chuchotant, ses mots entrecoupés d'une respiration irrégulière. S'il vous plaît, n'y allez pas. Edward sentit un frisson parcourir son échine. Le pont auquel elle faisait référence était l'Overlook Bridge, la route qu'il prenait toujours pour se rendre à son bureau après ce carrefour. Ses yeux s'emplirent de larmes alors que la réalité de la situation commençait à se dessiner dans son esprit. « Comment connaissez-vous mon nom » demanda-t-il d'une voix étranglée, toujours agenouillé à côté de l'enfant. « Comment saviez-vous que je passerais par ici » La fillette essaya de s'asseoir, s'appuyant sur ses coudes. Edward l'aida doucement, remarquant à quel point elle était légère, presque trop fragile pour exister. « Je vis dans la rue, monsieur. Je vois tout. Je les ai entendus parler de l'homme au costume bleu qui allait passer par ici ce soir. Ils disaient qu'ils allaient vous attraper après le pont. » Les mots de l'enfant résonnèrent dans l'esprit d'Edward comme des sirènes d'alarme. Il regarda autour de lui, observant les ombres projetées par les bâtiments, les coins sombres ou n'importe qui pouvait se cacher. La peur commença à s'installer dans sa poitrine, se mêlant à la culpabilité et à la confusion. « Qui sont-ils » demanda Edward, sa voix maintenant plus ferme, son instinct d'homme d'affaires reprenant le dessus pour chercher des informations. « Des hommes du quartier. Ils disent que vous avez beaucoup d'argent et que vous devez payer pour quelque chose de mal que vous avez fait. » La fillette s'essuya le nez avec le dos de sa main sale. « Mais je me souviens de vous, monsieur. Vous n'êtes pas méchant. Vous nous avez sauvés. » Edward sentit sa poitrine se serrer. Ces dernières années, il était devenu de plus en plus froid, concentré uniquement sur les affaires. Il avait licencié des employés sans hésitation, acheté des terrains dans des communautés à faible revenu, forçant des familles à déménager, justifiant toujours ses actions comme nécessaires au progrès. Peut-être que sa richesse avait créé des ennemis qui cherchaient maintenant à se venger. Le téléphone portable sonna de nouveau. Marcus, certainement. Edward regarda l'appareil, puis la fillette, puis le pont illuminé au loin. Pour la première fois depuis des années, l'argent ne semblait pas être la priorité la plus importante de sa vie. « Quel est ton nom » demanda-t-il doucement. « Mia Louise, mais tout le monde m'appelle Mia. » Elle sourit pour la première fois, révélant de petites dents imparfaites, mais c'était le sourire le plus sincère qu'Edward ait vu depuis longtemps. « Mia, où est ta mère » Les larmes revinrent dans les yeux de la fillette. « Elle est très malade, monsieur. Depuis qu'elle a perdu son travail, nous vivons dans la rue. Elle reste dans un endroit sûr, loin des méchants hommes. » Edward regarda de nouveau le pont. Ses investisseurs japonais attendaient. 100 millions de dollars dépendaient de cette réunion. Mais pour la première fois de sa vie d'adulte, Edward Mandé considéra qu'il y avait peut-être des choses plus importantes que l'argent. Le bruit de pas résonnant sur le trottoir humide les fit se retourner tous les deux. 3 silhouettes s'approchaient, marchant lentement, leurs contours se découpant sur les lumières de la ville. Edward sentit son sang se glacer. « Monsieur, ce sont eux » murmura Mia, agrippant le bras de l'homme d'affaires avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi petit. Edward n'hésita pas. D'un mouvement rapide, il prit Mia dans ses bras et courut vers la Mercedes. La fillette était encore plus légère qu'il ne l'avait imaginé, ses bras fins s'enroulant autour de son cou comme si sa vie dépendait de cette étreinte. Le cœur de l'homme d'affaires battait si fort qu'il pouvait sentir les pulsations résonner dans ses oreilles. « Et, vous là-bas » Une voix rauque déchira la nuit. « Où croyez-vous aller » Edward ne regarda pas en arrière. Il ouvrit la portière passager et plaça Mia sur le siège, ajustant rapidement la ceinture de sécurité autour de son petit corps. Ses mains tremblaient alors qu'il contournait le véhicule pour rejoindre le côté conducteur. Les pas des hommes s'approchaient rapidement, leur voix devenant plus forte et plus menaçante. « Allez-y, monsieur, allez-y » cria Mia, ses petits ongles s'enfonçant dans le revêtement en cuir du siège.
Édouard démarra le moteur et enfonça l'accélérateur. Les pneus crissèrent sur l'asphalte humide alors que la Mercedes s'élançait dans l'avenue. Dans le rétroviseur, il put voir 3 hommes courir après la voiture sur quelques mètres avant d'abandonner, restant au milieu de la rue, les poings serrés. « Ils ont une voiture aussi », dit Mia d'une voix tremblante, se tournant pour regarder par la lunette arrière. « Une vieille voiture noire. Ils vont nous suivre. » Édouard prit le premier virage qu'il trouva, s'écartant de son itinéraire habituel. Ses mains étaient moites alors qu'il serrait le volant, l'adrénaline parcourant ses veines comme un feu liquide. Depuis combien de temps n'avait-il pas ressenti une peur réelle? Depuis combien de temps rien ne l'avait vraiment affecté, à part les chiffres de ses comptes en banque? « Monsieur, ça va ?» La voix inquiète de Mia le ramena à la réalité. Édouard regarda la fillette et vit ses propres peurs se refléter dans ses grands yeux sombres. Elle avait peur, mais il y avait un courage impressionnant dans sa posture. Cet enfant avait risqué sa propre vie pour le sauver, lui, une personne qu'elle connaissait à peine, simplement par gratitude pour un acte de gentillesse dont il se souvenait à peine. « Je vais bien, Mia. Tu as été très courageuse ce soir. » Édouard essaya de sourire, mais ses mains tremblaient encore sur le volant. « Comment savais-tu qu'ils allaient m'attraper aujourd'hui? » « Je dors dans une boîte en carton derrière l'épicerie sur Lexington Avenue. La nuit, quand il fait très froid, j'entends les adultes parler. Hier, ils ont parlé de l'homme au costume bleu qui passe toujours par ce coin à 23h30. Édouard sentit un frisson. Sa routine était si prévisible que même les sans-abri la connaissaient. Combien d'autres personnes savaient exactement où il se trouverait à chaque instant de la journée? Le téléphone portable sonna de nouveau. Cette fois, Édouard répondit. « Édouard, pour l'amour de Dieu, où es-tu passé? Les investisseurs japonais sont déjà partis. Tu viens de faire capoter la plus grosse affaire de ta vie. » La voix de Marcus semblait désespérée à l'autre bout du fil. « Marcus, écoute-moi très attentivement, » dit Édouard, gardant les yeux sur la route alors qu'il prenait un autre virage au hasard. « Quelqu'un a essayé de me kidnapper ce soir. J'ai besoin que tu annules tous mes rendez-vous pour les prochains jours. »« Te kidnapper? Édouard, tu vas bien? Où es-tu maintenant? » « Je suis en sécurité, mais je dois disparaître pendant quelques jours. Occupe-toi de l'entreprise pendant que je règle ça. » Édouard raccrocha avant que Marcus ne puisse poser d'autres questions. Il regarda de nouveau dans le rétroviseur. Aucune voiture noire en vue, mais cela ne signifiait pas qu'ils étaient en sécurité. « Monsieur, je connais un endroit où nous pouvons rester, » dit doucement Mia. « C'est là où est ma maman. Elle voudra vous remercier personnellement. »« Ta mère, est-elle vraiment malade? » Mia hocha la tête, des larmes montant à ses yeux. Elle tousse beaucoup et ne peut plus travailler. Nous n'avons pas d'argent pour un médecin. Édouard sentit sa poitrine se serrer à nouveau. Pendant qu'il concluait des accords de plusieurs millions de dollars, cet enfant et sa mère se battaient pour leur survie élémentaire. Le poids de la culpabilité et de la responsabilité commença à s'installer sur ses épaules comme un lourd manteau. « Allons voir ta mère, » dit-il, résolu. « Et ensuite, nous irons à l'hôpital. Vous avez toutes les deux besoin de soins médicaux appropriés. » Mia sourit pour la deuxième fois cette nuit-là, mais Édouard ne pouvait se défaire du sentiment que les dangers ne faisaient que commencer. La Mercedes naviguait dans des rues de plus en plus étroites, s'éloignant du quartier financier pour se diriger vers un quartier populaire du Bronx. Édouard n'était jamais allé dans cette zone, où les maisons étaient entassées et l'éclairage public rare. Mia le guidait avec des indications précises, sa voix enfantine contrastant avec la connaissance mature qu'elle démontrait de chaque coin et raccourci. « Ici, monsieur, arrêtez-vous ici », dit-elle en montrant un terrain vague à côté d'une petite église abandonnée. Édouard gara la voiture et regarda autour de lui avec appréhension. L'endroit semblait désert, mais il pouvait entendre des voix basses venant de quelque part à proximité. Mia sauta du véhicule avec une agilité qui démentait sa fragilité apparente et courut vers une structure de fortune faite de contreplaqué et de bâches bleues. « Maman, maman, je l'ai amené !» cria la fillette avant de disparaître à l'intérieur de la structure précaire. Édouard verrouilla la voiture et se dirigea lentement vers l'abri, ses chaussures italiennes s'enfonçant dans la terre humide à chaque pas. L'odeur de bois mouillé et de fumée de bois envahit ses narines, si différente de l'environnement climatisé et parfumé de son bureau. « Mia Louise, où étais-tu? J'étais morte de peur. » La voix faible d'une femme résonna de l'intérieur de la cabane. Édouard s'arrêta à l'entrée, ne sachant pas s'il devait entrer. À travers une ouverture dans la bâche, il pouvait voir une jeune femme, peut-être dans la trentaine, allongée sur de vieilles couvertures.
Même dans la pénombre, il était possible de voir à quel point elle était maigre, ses cheveux en désordre encadrant un visage qui avait autrefois été beau. « Maman, c'est Monsieur Edward. L'homme qui nous a aidés sur Church Street. » Mia tira la main de sa mère, essayant de la faire s'asseoir. La femme leva les yeux, en reconnaissant Edward, tenta de se redresser rapidement. Une violente quinte de tout l'interrompit, la pliant en deux sur son corps frêle. Edward n'hésita plus et entra dans le petit abri, s'agenouillant à ses côtés. « S'il vous plaît, ne vous levez pas. Je m'appelle Edward Mandé, dit-il doucement. Mia m'a dit que vous étiez malade. » Monsieur Edward, murmura la femme entre deux quintes de toux. « Je n'ai jamais oublié votre gentillesse. Je m'appelle Carmen, Carmen Delgado. » Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de lisser ses cheveux. « Je suis désolé pour notre situation. Après avoir perdu mon travail de femme de ménage, nous ne pouvions plus payer le loyer. » Edward observa les lieux. L'endroit était plus petit que son dressing, mais était organisé avec soin. Les quelques vêtements étaient pliés dans une boîte en carton, il y avait un petit poêle de fortune et quelques ustensiles de cuisine étaient disposés sur une planche de bois. Malgré l'extrême pauvreté, il y avait de la dignité dans ce foyer. « Carmen, je dois vous dire quelque chose d'important, » dit Edward, sa voix pleine d'urgence. « Mia m'a sauvé la vie ce soir. Des hommes attendaient pour me kidnapper et elle a risqué sa vie pour m'avertir. » Carmen regarda sa fille avec un mélange de fierté et de terreur. « Mia Louise, qu'as-tu fait ? » « Je voulais juste l'aider, maman. Comme il nous a aidés avant, » répondit Mia en serrant les jambes de sa mère. « Savent-ils que c'est toi qui m'as prévenu ?» demanda Edward, l'estomac noué à cette possibilité. Mia baissa les yeux. « Je pense que oui, monsieur. Ils m'ont vu vous parler avant que nous nous enfuyions. » Carmen se mit à pleurer silencieusement, ses larmes se mêlant à la sueur de sa fièvre. « Oh mon Dieu, que va-t-il nous arriver maintenant ?» Edward sentit le poids de la responsabilité s'abattre sur ses épaules comme une montagne. Cette famille avait déjà assez souffert, et maintenant, à cause de lui, elle était en plus grand danger. Il ne pouvait pas les abandonner, pas après que Mia ait été si courageuse. « Vous ne resterez pas ici une nuit de plus, » dit-il avec détermination. « Je vais vous emmener dans un endroit sûr. »« Monsieur Edward, nous n'avons pas d'argent pour payer. » commença à protester Carmen. « Il ne s'agit pas d'argent, Carmen. Il s'agit de faire ce qui est juste. » Edward sortit son téléphone portable de sa poche. « Je vais appeler une ambulance pour vous, et ensuite nous trouverons un endroit où vous serez protégé pendant que je règle cette situation. » Soudain, le bruit d'un moteur qui approchait les fit tous se figer. Edward jeta un coup d'œil par l'ouverture de la bâche et vit les phares d'une voiture sombre s'arrêter de l'autre côté de la rue. Son sang se glaça. « Ils nous ont trouvés, » murmura Mia, s'accrochant au bras de sa mère. Edward fit signe à Carmen et Mia de rester absolument silencieuses. Son cœur battait si fort qu'il craignait que le bruit ne s'entende à l'extérieur. À travers la petite ouverture de la bâche, il observa 3 hommes sortir de la voiture noire et parler à voix basse. L'un d'eux alluma une cigarette, la braise rouge brillant dans l'obscurité comme un œil maléfique. « Tu es sûr qu'elle habite par ici ?» demanda une voix rude qu'Edward ne reconnut pas. Tony a dit qu'il l'a vu courir dans cette direction après que le riche s'est barré. Cette gamine sait où il est. La deuxième voix semblait familière, mais Edward ne pouvait pas la situer. Le troisième homme resta silencieux, mais Edward pouvait voir sa grande silhouette intimidante se découper contre la faible lumière des lampadaires. Ils commencèrent à marcher lentement à travers le terrain, examinant chaque ombre, chaque structure de fortune. Carmen serrait Mia contre sa poitrine, ses mains tremblant de fièvre et de peur. Les yeux de la fillette étaient grands ouverts, mais étonnamment calmes pour quelqu'un de son âge. Edward admirait le courage qu'elle manifestait même dans une situation aussi dangereuse. « S'ils entrent ici, courez », murmura doucement Edward. « Je vais les distraire. »« Non, monsieur », Mia secoua vigoureusement la tête. « Nous nous échappons ensemble, ou nous ne nous échappons pas. » La détermination dans la voix de la fillette toucha profondément Edward. Quand quelqu'un lui avait-il montré une telle loyauté pour la dernière fois? Dans les cercles d'affaires qu'il fréquentait, les relations étaient basées sur l'intérêt mutuel et la convenance. Ici, dans cette cabane de bois et de bâche, il faisait l'expérience de quelque chose dont il avait oublié l'existence, l'amour inconditionnel. Les pas se rapprochaient dangereusement. Edward pouvait entendre les voix des hommes devenir plus fortes, plus proches. Il se préparait à sortir et à affronter les ravisseurs quand une voix familière le figea. « Edward, je sais que tu es là-dedans.
Sors et parlons comme des hommes civilisés. C'était Marcus, son associé de plus de 10 ans. L'homme en qui il avait le plus confiance dans le monde des affaires était dehors, coordonnant sa propre capture. Édouard eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. La trahison le blessa plus que n'importe quelle menace physique. « Marcus », murmura-t-il pour lui-même, essayant de digérer cette réalité dévastatrice. « Je t'ai entendu au téléphone, Édouard. Je sais que tu as compris notre plan, mais réfléchis grec. Cela ne doit pas mal se terminer pour qui que ce soit. » La voix de Marcus semblait calme, presque paternelle. « Sors de là et réglons ça comme nous réglons toujours nos problèmes, avec une bonne négociation. » Édouard ferma les yeux, sentant des larmes de colère et de déception monter. Marcus connaissait sa routine mieux que quiconque. Marcus avait accès à tous ses comptes, ses contrats et ses informations personnelles. Marcus était la personne parfaite pour coordonner un kidnapping réussi. « Pourquoi, Marcus ?» cria Édouard de l'intérieur de l'abri, sa voix empreinte de douleur. « Pourquoi fais-tu ça? Tu veux vraiment savoir ?» Marcus rit amèrement. « 10 ans, Édouard. 10 ans à travailler comme ton partenaire junior, toujours dans ton ombre. Tu touches 60% de tout et je me contente des miettes. Jusqu'à ce que Roger m'approche avec une proposition intéressante. » Roger. Édouard se souvint immédiatement. Roger Slade, un homme d'affaires en faillite qu'il avait ruiné dans un litige pour un terrain stratégique il y a 3 ans. L'homme avait tout perdu et avait juré de se venger. Maintenant, apparemment, il avait trouvé le moyen parfait de l'obtenir. « Roger te paie pour ça ?» demanda Édouard, essayant de gagner du temps tout en cherchant une issue. « Roger veut te voir détruit, Édouard. Et moi, je veux ma part de l'empire que j'ai aidé à construire. C'est aussi simple que ça. » Marcus fit quelques pas de plus. « Maintenant, sors de là et amène la fille aussi. Elle en a trop vu. » Carmen se mit à pleurer doucement, serrant Mia très fort. Édouard savait qu'il ne pouvait pas livrer cette courageuse famille à ses hommes. Il devait trouver un moyen de les protéger, même si cela lui coûtait tout ce qu'il possédait. « Monsieur, » murmura Mia à son oreille, « il y a une brèche derrière l'église. On peut s'échapper par là. » Édouard regarda la fillette avec une admiration renouvelée. Même dans ce moment de terreur, elle pensait à des solutions. Peut-être y avait-il encore de l'espoir pour eux tous. Édouard aida Carmen à se lever, passant un de ses bras autour de ses épaules pour la soutenir. La femme était plus faible qu'il ne l'avait imaginé, ses pas chancelants révélant à quel point la maladie l'avait affaiblie. Mia ouvrit la voie, se déplaçant avec la dextérité de quelqu'un qui connaissait chaque centimètre de ce territoire. « Édouard, tu as 30 secondes pour te montrer où nous entrons et te prenons de force. » La voix de Marcus résonna à travers le terrain vague, empreinte d'une froideur qu'Édouard n'avait jamais remarquée auparavant. Ils se déplacèrent aussi silencieusement que possible derrière l'abri de fortune. Le sol était boueux à cause de la pluie, et Édouard dut enlever ses chaussures pour éviter que le bruit de ses talons ne les trahisse. Ses chaussettes en soie italienne furent bientôt trempées et sales, mais il le remarqua à peine, toute son attention étant concentrée sur le fait de maintenir Carmen debout et de suivre Mia. Le passage que Mia avait mentionné était une petite ouverture dans la clôture séparant le terrain vague de la cour de l'église abandonnée. C'était trop étroit pour qu'un adulte puisse passer facilement, mais avec un effort, ce serait possible. Édouard regarda Carmen, inquiet de son état. « Je peux le faire », murmura-t-elle, lisant ses pensées. « Pour Mia Louise, je peux tout faire. » Mia se glissa la première, passant par l'ouverture comme une ombre. De l'autre côté, elle monta la garde pendant qu'Édouard aidait Carmen à traverser. La femme gémit doucement lorsqu'une des lattes de la clôture lui égratigna le bras, mais elle se mordit la lèvre pour ne pas faire plus de bruit. Édouard passa en dernier, déchirant une partie de son costume coûteux dans le processus. De l'autre côté de la clôture, il se trouvait dans la cour de l'église abandonnée. La zone était envahie de hautes herbes et de débris, offrant une bonne couverture. Il pouvait entendre les voix des hommes de l'autre côté, toujours en train de chercher. « Ils ne sont pas là, Marcus », dit l'une des voix inconnues. Sa voiture est toujours au même endroit, mais la cabane est vide. « Cherchez mieux, ils doivent être quelque part par ici, » répondit Marcus, sa voix tendue révélant sa frustration. Édouard sortit son téléphone portable et vérifia le signal. Seulement 2 barres, mais ce serait suffisant. Il appela le 911, gardant sa voix basse. « Bonjour, j'ai besoin d'une ambulance de toute urgence. Une femme malade a besoin de soins médicaux. » Il donna l'emplacement de l'église, demandant la discrétion. Pendant qu'ils attendaient l'arrivée des secours,
Édouard regarda Carmen se débattre avec une autre quinte de toux. Ses lèvres étaient légèrement bleutées, et il réalisa que sa situation était plus grave qu'il ne l'avait pensé. Mia tenait la main de sa mère, lui murmurant des mots de réconfort avec une maturité impressionnante pour son âge. « Monsieur Édouard, » murmura Mia, « ma maman a toujours dit que vous étiez notre ange gardien. Maintenant, je comprends pourquoi. » Les mots de la fillette touchèrent profondément Édouard. Il se souvint comment il trouvait autrefois satisfaction à aider les autres, avant que le succès en affaires n'endurcisse son cœur. En regardant cette famille courageuse, il sentit quelque chose se réveiller en lui, une partie de lui-même qu'il pensait avoir perdue pour toujours. « Mia, c'est toi qui as été notre ange gardien, » répondit-il doucement, caressant les cheveux en désordre de la fillette. « Sans ton courage, je serais entre les mains de ces hommes en ce moment. » Le son des sirènes approchant apporta à la fois soulagement et appréhension. L'ambulance arriverait bientôt, mais Édouard savait que les ravisseurs étaient toujours à proximité. Il devait trouver un moyen de garantir que Carmen et Mia restent en sécurité pendant qu'il résolvait cette situation. « Carmen, » dit-il doucement, « quand l'ambulance arrivera, vous serez emmenée à l'hôpital. Je donnerai des instructions pour qu'ils prennent très bien soin de vous et de Mia. »« Mais et vous, monsieur ? Ils sont toujours après vous, » murmura Carmen, une préoccupation sincère dans ses yeux fiévreux. Édouard sourit tristement. « Je devrais faire face à cela, mais au moins, je saurai que vous êtes en sécurité toutes les deux. » De l'autre côté de la clôture, les voix commencèrent à s'éloigner. Marcus et ses sbires avaient apparemment abandonné les recherches pour cette nuit, mais Édouard savait qu'il reviendrait. La guerre ne faisait que commencer. L'ambulance arriva avec ses sirènes éteintes, comme Édouard l'avait demandé. 2 ambulanciers sortirent du véhicule et furent immédiatement dirigés par Édouard vers l'endroit où Carmen gisait, maintenant presque inconsciente à cause de la forte fièvre. Mia ne lâchait pas la main de sa mère, ses grands yeux fixés sur le visage pâle de la femme qu'elle aimait plus que tout au monde. « Elle a une pneumonie sévère », diagnostiqua rapidement l'ambulancier le plus expérimenté après avoir examiné Carmen. « Elle doit être hospitalisée immédiatement. » Pendant que les ambulanciers préparaient Carmen pour le transport, Édouard s'agenouilla à côté de Mia. La fillette était visiblement effrayée, mais essayait d'être forte pour ne pas inquiéter sa mère davantage. « Mia, écoute-moi attentivement, » dit doucement Édouard, posant ses mains sur les épaules de l'enfant. « Tu vas accompagner ta mère à l'hôpital. Je donnerai ma carte aux médecins et leur dirai que je couvrirai toutes ses dépenses de traitement. Mais et vous, monsieur ? Vous ne venez pas avec nous ? » Des larmes commencèrent à monter dans les yeux de la fillette. Édouard sentit son cœur se serrer. Il voulait plus que tous les accompagner à l'hôpital, s'assurer personnellement que Carmen reçoive le meilleur traitement possible, mais il savait que sa présence les mettrait toutes les deux en danger. Marcus et ses sbires n'hésiteraient pas à utiliser un enfant comme otage pour obtenir ce qu'ils voulaient. « J'ai quelques affaires importantes à régler d'abord, mais je te promets que je te rendrai visite demain. » Édouard tendit sa carte de visite à l'ambulancier. « Voici ma carte. S'il vous plaît, assurez-vous que la jeune fille et sa mère reçoivent les meilleurs soins possibles. L'argent n'est pas un problème. » Alors que l'ambulance s'éloignait, emportant Carmen et Mia, Édouard sentit un vide étrange dans sa poitrine. En quelques heures seulement, ces 2 personnes étaient devenues plus importantes pour lui que beaucoup des relations qu'il avait cultivées au fil des ans. Pour la première fois depuis longtemps, Édouard Mandé avait quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre, en dehors de l'argent. Il retourna à la Mercedes, vérifiant soigneusement les environs avant de sortir de sa cachette. La voiture était intacte, mais Édouard remarqua qu'il y avait des empreintes de pas dans la boue autour du véhicule. Marcus et ses complices avaient examiné la voiture en les cherchant. Édouard démarra le moteur et se dirigea vers le centre-ville, son esprit travaillant furieusement pour formuler un plan. Il devait découvrir exactement qui était impliqué dans la conspiration contre lui, ce que Marcus savait de ses affaires, et surtout, comment protéger Carmen et Mia pendant qu'il résolvait cette situation. Mais d'abord, il avait besoin d'un endroit sûr pour passer la nuit. Il ne pouvait pas rentrer chez lui ou au bureau, Marcus connaissait toutes ses adresses. Il se souvint alors de Benny, son ancien chauffeur, qui avait travaillé pour la famille Mandé pendant plus de 20 ans avant de prendre sa retraite. Benny avait toujours été loyal et discret, et Édouard lui faisait entièrement confiance. Le téléphone sonna plusieurs fois avant que la voix endormie de Benny ne réponde. « Bate, c'est moi, Édouard. J'ai besoin de ton aide de toute urgence. »« Monsieur Édouard ? Quelle heure est-il ? Il s'est passé quelque chose ? » ?»« C'est une longue histoire, Benny. Puis-je venir chez toi ? J'ai de gros ennuis et j'ai besoin d'un endroit sûr pour passer la nuit. »
Bien sûr, monsieur Edward. Vous serez toujours le bienvenu ici. Hélène va préparer la chambre d'amis. Edward soupira de soulagement. Benny et Hélène étaient des gens simples et honnêtes qui avaient consacré une grande partie de leur vie à servir sa famille. Ils n'avaient jamais rien demandé de plus qu'un salaire juste et avaient toujours traité Edward avec une affection sincère, et non avec l'intérêt calculé qui caractérisait ses relations d'affaires. Alors qu'il traversait les rues désertes en direction de la maison de Benny, Edward réfléchit aux changements que sa vie avait subis en une seule nuit. Il avait perdu confiance en son meilleur associé, découvert qu'il avait des ennemis prêts à tout pour le détruire, et trouvé une famille qui lui rappelait l'homme qu'il était autrefois. Mais la plus grande révélation viendrait le lendemain, quand Edward découvrirait que la trahison de Marcus n'était que la pointe d'un iceberg beaucoup plus grand. Edward se réveilla dans la chambre d'amis de la maison de Benny, l'arôme de café frais et de pain fait maison envahissant ses narines. Hélène avait préparé un petit déjeuner simple mais fait avec soin, quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années dans sa routine de réunion matinale dans des restaurants chers et impersonnels. « Avez-vous bien dormi, monsieur Edward » demanda Hélène, maternelle, en lui versant une tasse de café fumant. « Mieux que je ne l'espérais, compte tenu des circonstances » répondit Edward, observant comment cette modeste maison rayonnait de paix et de chaleur. « Hélène, merci de m'avoir accueilli sans poser de questions. Vous avez toujours été bon avec nous, monsieur Edward. Quand Benny a perdu cet argent dans l'arnaque pyramidale, vous ne nous avez pas licenciés. Au contraire, vous nous avez aidés à récupérer une partie de la perte. » Edward avait complètement oublié cet épisode. Pour lui, cela avait été un simple geste automatique de justice, mais il réalisait maintenant à quel point cet acte avait profondément affecté le couple. Son téléphone portable sonna, interrompant ses pensées. C'était un numéro inconnu. « Edward, nous devons parler. » La voix était celle de Roger Slade, froide et calculatrice. « Tu as ruiné ma vie il y a 3 ans. Maintenant, c'est mon tour. »« Roger, que veux-tu » Edward essaya de garder sa voix ferme, mais il sentit son estomac se nouer. « Justice, Edward. Tu m'as tout pris quand tu as acheté ce terrain en sous-main. J'ai perdu mon entreprise, ma maison, j'ai failli perdre ma famille. Maintenant, tu vas sentir ce que c'est que de se retrouver sans rien. Et Marcus ? Comment l'as-tu convaincu de me trahir » Roger rit amèrement. « C'est Marcus qui est venu à moi, Edward. Apparemment, ton cher partenaire n'est pas aussi loyal que tu le pensais. Il en a marre d'être ton paillasson et veut une plus grosse part du gâteau. » Edward ferma les yeux, sentant le poids de la trahison comme une pierre dans sa poitrine. Marcus avait été comme un frère pour lui. Toutes ces années, ils avaient construit l'empire commercial ensemble, partagé les succès et les échecs, célébré les réussites lors de dîners intimes avec leur famille. « Que veux-tu de moi » 50 millions de dollars, Edward. Et le transfert de 40% des actions de Mendes est associé à Marcus. Sinon, vous trois connaîtrez une fin très désagréable. 3. Edward sentit son sang se glacer. Quoi, 3 ? Toi, la femme malade et cette petite gamine gênante qui a ruiné notre plan hier soir. Edward serra le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. Si tu touches à Carmen ou à Mia, je jure que Tu n'es pas en position de faire des menaces, Edward. Tu as 12 heures pour transférer l'argent sur le compte que Marcus t'enverra. Après ça, je ne peux garantir la sécurité de personne. L'appel se termina, laissant Edward en état de choc. Benny, qui avait observé la conversation de loin, s'approcha, inquiet. « Monsieur Edward, puis-je vous aider en quoi que ce soit ?» Edward regarda l'homme qui avait servi sa famille avec dévouement pendant tant d'années. Benny était honnête, loyal et connaissait Edward mieux que beaucoup de gens de son entourage professionnel. Il était peut-être temps de faire entièrement confiance à quelqu'un. « Benny, je dois tout te raconter ce qui s'est passé la nuit dernière. Et j'ai besoin de ton aide pour protéger 2 personnes très spéciales. » Tandis qu'il racontait les événements de la veille, Edward vit dans les yeux de Benny la même indignation qu'il ressentait. Le chauffeur à la retraite écouta attentivement, posant des questions pertinentes et faisant preuve d'une sagesse pratique qui contrastait avec la sophistication théorique des cadres qu'Edward avait l'habitude de consulter. « Monsieur Edward, dit Benny quand il eut fini son récit, vous devez aller à l'hôpital pour voir comment vont la femme et la fillette. Mais d'abord, nous devons découvrir exactement qui d'autre est impliqué là-dedans. Si Marcus a réussi à convaincre d'autres employés de l'entreprise de vous trahir, le danger est plus grand que nous ne l'imaginons. » Edward hocha la tête, reconnaissant la sagesse de ce conseil. Mais au fond de lui, il savait que le pire était encore à venir. Edward arriva à l'hôpital Lenox Hill en milieu de matinée,
portant une casquette empruntée à Benny et des lunettes de soleil pour se déguiser. L'établissement était connu pour accueillir l'élite de la ville, mais aussi pour sa discrétion et sa sécurité. Il avait choisi cet endroit stratégiquement, sachant qu'il serait plus difficile pour Marcus et ses sbires d'atteindre Carmen et Mia là-bas. À la réception, il s'identifia discrètement et fut dirigé vers la chambre 412, où Carmen était hospitalisée. Il prit les escaliers au lieu de l'ascenseur, toujours attentif aux mouvements autour de lui. Sa paranoïa s'était intensifiée depuis l'appel menaçant de Roger. La chambre était spacieuse et confortable, avec vue sur un jardin intérieur de l'hôpital. Carmen était allongée dans le lit, reliée à une perfusion et à un moniteur cardiaque. Sa respiration semblait plus régulière et un peu de couleur était revenu sur son visage. Mia était recroquevillée dans un fauteuil à côté du lit, portant toujours les mêmes vêtements sales de la veille. « Monsieur Edouard !» La fillette sauta du fauteuil et courut le serrer dans ses bras, ses petites mains s'agrippant à son manteau comme s'il pouvait disparaître à tout moment. « Salut Mia, comment va ta maman ?» Edouard caressa les cheveux de la fillette, sentant une vague de tendresse qui le surprit. Le docteur a dit qu'elle ira bien, mais elle a besoin de beaucoup de médicaments et de repos. Mia le tira vers le lit. « Maman, regarde qui est venu nous voir. » Carmen ouvrit lentement les yeux, un léger sourire illuminant son visage lorsqu'elle reconnut Edouard. « Monsieur Edouard, vous n'auriez pas dû venir, c'est dangereux. »« Je t'avais promis que je viendrais, tu te souviens ?» Edouard s'approcha du lit, observant à quel point Carmen semblait plus fragile sous la lumière vive de l'hôpital. « Comment vous sentez-vous ?»« Beaucoup mieux, grâce à vous, monsieur. Les médecins ont dit que si j'avais attendu quelques jours de plus... » Sa voix se brisa et des larmes montèrent à ses yeux. « Mia Louise aurait pu être orpheline à cause de moi. »« Ne parlez pas comme ça, Carmen. Vous êtes plus forte que vous ne l'imaginez. » Edouard tira une chaise et s'assit à côté du lit. « Je dois vous dire quelque chose. La situation s'est compliquée. » Il raconta l'appel de Roger, omettant seulement les détails les plus effrayants pour ne pas alarmer Mia inutilement. Carmen écouta avec une inquiétude croissante, ses mains tremblant légèrement. « Monsieur Edouard, savent-ils que nous sommes ici ?» demanda Carmen. « Je ne pense pas. J'ai utilisé un faux nom pour l'admission et j'ai tout payé en espèces. Mais pour être sûr, je vais engager un agent de sécurité privé pour monter la garde dans le couloir. » Une infirmière entra dans la chambre, vérifiant les appareils de Carmen et notant des informations sur un presse-papier. « Excusez l'interruption. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, mademoiselle Delgado ?»« Beaucoup mieux, merci. » Quand l'infirmière partit, Edouard se tourna vers Mia. « Mia, aimerais-tu avoir des vêtements propres et peut-être prendre une douche ?» La fillette regarda sa mère, qui hocha la tête pour l'encourager. « Tu peux y aller, ma chérie. Monsieur Edouard prendra bien soin de toi. » Edouard emmena Mia à la boutique de cadeaux de l'hôpital, où ils achetèrent des vêtements d'enfants de base, des articles de toilette et quelques jouets. Pendant que Mia se douchait dans la salle de bain de la chambre, Edouard parla à voix basse avec Carmen des prochaines étapes. Carmen, je dois vous poser une question difficile. Avez-vous des parents ou des amis en qui vous avez entièrement confiance? Quelqu'un qui pourrait s'occuper de vous pendant quelques jours pendant que je règle ça? Carmen réfléchit un instant. Ma sœur vit à Stanford. Elle a toujours dit que si j'avais besoin d'aide, mais je ne veux pas la mettre en danger aussi. Stanford pourrait être une bonne option. Loin d'ici, mais pas trop. Je peux organiser un transport sûr et un hébergement pour vous là-bas. Mia sortit de la salle de bain, vêtue d'un petit jean et d'un chemisier rose, ressemblant à une enfant normale pour la première fois depuis qu'Edouard l'avait rencontrée. Elle sourit timidement, n'étant pas encore habituée aux vêtements propres et confortables. « Tu es magnifique, Mia », dit Edouard sincèrement, et le sourire de la fillette s'élargit. Mais ce moment paisible fut brisé quand Edouard vit, par la fenêtre de la chambre, une voiture noire familière se garer sur le parking de l'hôpital. Edouard sentit son sang se glacer en reconnaissant le véhicule. C'était la même voiture noire que la veille, et 3 hommes en sortaient, marchant d'un pas décidé vers l'entrée principale de l'hôpital. L'un d'eux était Marcus, reconnaissable même de loin dans son costume gris et sa posture arrogante. « Carmen, j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement », dit doucement Edouard, gardant les yeux fixés sur la fenêtre. « Ils nous ont trouvés. Nous devons sortir d'ici, maintenant. » Carmen essaya de se lever rapidement, mais une vague de vertige la fit chanceler. Edouard la retint doucement par les épaules. « Doucement, vous êtes encore faible. »« Monsieur, que se passe-t-il » demanda Mia, sentant la tension dans l'air. « Tu te souviens des méchants hommes d'hier soir ?»
Ils sont ici. Édouard sortit son téléphone portable de sa poche et appela Benny. J'ai besoin que tu viennes à l'hôpital Lennox immédiatement. Entre par l'entrée des urgences à l'arrière et prends l'escalier de service jusqu'à la chambre 412. Amène la voiture. Édouard raccrocha et se tourna vers Carmen. Pouvez-vous marcher? Je le peux, monsieur Édouard. Pour Mia Louise, je peux tout faire. Ils quittèrent la chambre prudemment. Édouard portait Mia dans ses bras tout en soutenant Carmen de son autre bras. Le couloir était relativement vide, juste quelques infirmières vacants à leurs occupations. Édouard essaya de ressembler à un simple visiteur aidant des patients. Ils atteignirent l'ascenseur de service quand Édouard entendit des voix familières résonner dans le couloir principal. Marcus parlait à quelqu'un à la réception, essayant probablement de savoir où Carmen était hospitalisée. Nous cherchons une jeune femme qui a été admise la nuit dernière pour des problèmes respiratoires. Elle était accompagnée d'une petite enfant, pouvait entendre Édouard dire. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et les trois s'y engouffrèrent rapidement. Édouard appuya sur le bouton du rez-de-chaussée, où se trouvait la sortie arrière. Ses doigts tapaient nerveusement alors qu'il regardait les numéros d'étage diminuer lentement. « Monsieur, vous avez peur ?» demanda Mia, ses petites mains touchant le visage tendu d'Édouard. « Un peu, admit honnêtement Édouard. Mais je ne laisserai rien vous arriver. Je le promets. » L'ascenseur atteignit le rez-de-chaussée et les portes s'ouvrirent sur un couloir de service menant à la sortie arrière. Édouard vit Benny arriver par la porte extérieure, son visage montrant de l'inquiétude et de la détermination. « Monsieur Édouard, la voiture est juste là, » dit Benny, prenant une partie du poids de Carmen. Hélène a préparé des sandwichs et un thermos de café. Ils marchèrent rapidement vers le parking arrière. La voiture de Benny était une berline simple mais bien entretenue. Édouard aida Carmen à s'installer sur la banquette arrière avec Mia, tandis qu'il s'asseyait lui-même sur le siège passager. « Où allons-nous, monsieur Édouard » demanda Benny en démarrant le moteur. « Allons d'abord chez toi. Je dois passer quelques appels et organiser un plan. » Alors qu'il s'éloignait de l'hôpital, Édouard vit la voiture noire faire le tour du pâté de maison dans le rétroviseur, apparemment à leur recherche. Son cœur battait la chamade, mais Benny conduisait calmement, prenant des rues secondaires et évitant les avenues principales. « Monsieur Édouard, dit faiblement Carmen depuis la banquette arrière, je ne veux pas que vous ayez plus de problèmes à cause de nous. Peut-être vaut-il mieux que nous disparaissions tout simplement. » « Carmen, ne dites pas ça. » Édouard se tourna pour la regarder. « Vous m'avez sauvé la vie hier soir. Maintenant, c'est à mon tour de vous protéger. » Mia était silencieuse, regardant la ville défiler par la fenêtre. Soudain, elle montra du doigt une voiture qui arrivait derrière eux. « Monsieur, je crois que cette voiture nous suit. » Édouard regarda dans le rétroviseur et son estomac se noua. C'était un autre véhicule sombre, gardant ses distances mais les suivant clairement. Marcus avait été plus malin qu'il ne l'avait imaginé. « Benny, ils nous suivent. Connais-tu un endroit où nous pouvons nous cacher ?» Benny sourit pour la première fois depuis son arrivée à l'hôpital. « Oui, monsieur Édouard. Je vais vous emmener dans un endroit où aucun riche en costume ne pensera jamais à chercher. » Benny conduisit la voiture à travers des rues de plus en plus étroites, entrant dans un quartier qu'Édouard n'avait jamais visité. Les maisons étaient simples, serrées les unes contre les autres, avec des cordes à linge tendues aux fenêtres et des enfants jouant sur les trottoirs. Le contraste avec le monde luxueux dans lequel Édouard vivait était saisissant, mais il y avait quelque chose de réconfortant dans cette simplicité. « Où allons-nous, Benny » demanda Édouard, regardant la voiture qui les poursuivait disparaître de la vue après quelques virages serrés. « Chez ma belle-sœur, Mama Rosa. Elle s'occupe d'enfants abandonnés depuis plus de 20 ans. C'est le genre d'endroit où des gens comme vos ennemis ne penseraient jamais à chercher. » La voiture s'arrêta devant une petite maison bien entretenue, peinte en bleu clair avec des fenêtres blanches. Dans le petit jardin de devant, plusieurs enfants d'âges différents jouaient avec des jouets simples. Une femme robuste d'environ 60 ans apparut à la porte, s'essuyant les mains sur un tablier à fleurs. « Benny, quelle bonne surprise !» Mama Rosa sourit chaleureusement. « Et tu as amené des visiteurs. »« Rosa, voici monsieur Édouard, madame Carmen et la petite Mia. Ils traversent des difficultés et ont besoin d'un endroit sûr pour rester quelques jours. » Mama Rosa observa le groupe avec des yeux expérimentés. Elle ne posa aucune question, hochant simplement la tête avec compréhension. « Tous les enfants qui viennent ici fuient quelque chose, mon fils. Bienvenue. » Édouard aida Carmen à sortir de la voiture, impressionné par le naturel avec lequel ils étaient accueillis. Mia, d'abord timide,
fut bientôt attiré par les autres enfants qui couraient pour l'accueillir. C'était la première fois qu'Édouard la voyait interagir avec d'autres enfants, et le sourire sincère qui fleurit sur son visage l'émut profondément. « Rosa, j'ai besoin d'utiliser votre téléphone pour passer des appels importants, » dit Édouard. « Et j'aimerais contribuer aux dépenses de la maison pendant notre séjour. » « Le téléphone est disponible, mais pour l'argent ?» Maman Rosa secoua la tête. « Ici, on s'entraide par amour, pas pour un gain personnel. » Édouard se sentit humilié, dans le bon sens du terme. Il avait l'habitude de tout résoudre avec de l'argent, mais dans cet environnement simple, il réalisait qu'il y avait des valeurs plus importantes. Il regarda Carmen être installée avec soin dans une chambre propre et aérée, tandis que Mia était immédiatement incluse dans le groupe d'enfants, comme si elle avait toujours fait partie de la famille. Depuis le téléphone de la cuisine, Édouard appela son avocat personnel, Arthur Feinstein, un homme de confiance qui connaissait tous les détails juridiques de ses affaires. « Arthur, j'ai besoin que tu examines de toute urgence tous les contrats et procurations auxquels Marcus a accès. Je le soupçonne de comploter quelque chose contre moi. » « Édouard, heureusement que tu appelles. Marcus est passé ici plus tôt aujourd'hui, disant que tu avais eu un accident et qu'il t'autorisait à prendre temporairement la direction de l'entreprise. Il a apporté une procuration avec ta signature. » Édouard sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Arthur, je n'ai signé aucune procuration. Marcus essaie de s'emparer de l'entreprise. As-tu signé quelque chose ? » « Je n'ai encore rien signé. J'attendais de parler d'abord. » « Édouard, que se passe-t-il ? » « Une tentative de coup d'État très bien planifiée, Arthur. J'ai besoin que tu gèles immédiatement tous les comptes de l'entreprise et que tu empêches tout transfert d'actions. Utilise toutes les ressources juridiques disponibles. Je m'en occupe déjà, Édouard. Où es-tu ? La situation semble grave. Je suis dans un endroit sûr, mais je ne peux pas révéler où. Continue de travailler pour protéger nos intérêts et tiens-moi informé. Édouard raccrocha et s'assit à la simple table de la cuisine, la tête entre les mains. Marcus n'était pas seulement un traître, c'était un criminel sophistiqué qui avait méticuleusement planifié de prendre tout ce pour quoi Édouard avait travaillé pendant des années. Maman Rosa s'approcha et posa une tasse de café chaud devant lui. « De gros problèmes, hein, mon fils ? » « Plus gros que je ne l'imaginais, Maman Rosa. Mon associé essaie de me voler mon entreprise tout en organisant mon enlèvement. Tu sais ce que j'ai appris en m'occupant de tant d'enfants blessés ? » Maman Rosa s'assit à côté de lui. « Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. » Édouard regarda par la fenêtre de la cuisine et vit Mia jouer à la ronde avec les autres enfants, son rire résonnant dans la cour. Carmen était sur le porche, regardant sa fille avec un sourire serein, semblant en meilleure santé d'heure en heure. « Peut-être que vous avez raison, » murmura Édouard, sentant une étrange transformation s'opérer en lui. Le deuxième jour à la maison de Maman Rosa commença avec Édouard réveillé par des cris dans la cour. Il sauta du lit de fortune dans le salon et courut à la fenêtre, pour découvrir qu'il s'agissait de cris de joie des enfants qui jouaient. Pour la première fois depuis des années, il avait dormi profondément, sans les anxiolytiques qu'il prenait tous les soirs. Mia était au centre du jeu, apprenant aux autres enfants une chanson que Carmen lui avait enseignée. Ses yeux brillaient d'un bonheur qu'Édouard n'avait jamais vu auparavant. Carmen, assise sur le porche, regardait sa fille avec des larmes d'émotion dans les yeux. « Comment va-t-elle ? » demanda Édouard en s'asseyant à côté de Carmen. « Beaucoup mieux, monsieur Édouard. Hier soir, elle m'a dit que c'était le plus beau jour de sa vie. » Carmen s'essuya les yeux avec le dos de la main. Depuis combien de temps n'avait-elle pas joué avec d'autres enfants, avec un toit sur au-dessus de sa tête ? Édouard regarda Mia courir dans la cour, son rire se mêlant à celui des autres enfants. La transformation de la fillette en seulement 2 jours était impressionnante. L'enfant effrayé et fragile qu'il avait rencontré dans la rue avait laissé place à une petite fille vibrante et heureuse. Le téléphone sonna, interrompant ce moment paisible. Maman Rosa appela Édouard pour qu'il réponde. « Édouard, c'est Arthur. J'ai des nouvelles importantes. Marcus a essayé d'accéder au compte de l'entreprise hier soir, mais nous avons réussi à le bloquer à temps. De plus, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans les contrats qu'il a préparés. »« Que as-tu trouvé ? » ?»« La signature sur la procuration est un faux, Édouard. Nous avons suffisamment de preuves pour le poursuivre pour tentative de fraude. Mais il y a plus. J'ai découvert qu'il détournait de l'argent de l'entreprise depuis au moins 6 mois. » Édouard sentit un mélange de colère et de soulagement. « Combien d'argent ? » « Environ 3 millions de dollars.
Il a créé des sociétés écrans et a effectué des transferts frauduleux. J'ai tous les documents ici. Arthur, j'ai besoin que tu ailles à la police immédiatement. Présente toutes les preuves et dépose une plainte officielle contre Marcus et Roger Slade pour tentative d'enlèvement, fraude et extorsion. J'y suis déjà, Edward. La police veut te parler. Serait-il possible que tu viennes au commissariat cet après-midi? Edward regarda Carmen et Mia dans la cour, pesant ses options. Se cacher plus longtemps ne résoudrait pas la situation. Il était temps d'affronter la réalité et de reprendre sa vie en main. Je serai là à 15 h, Arthur. Engage une société de sécurité pour protéger 2 personnes qui sont très importantes pour moi. Je t'enverrai l'adresse par SMS. Après avoir raccroché, Edward s'assit dans la cuisine de Mama Rosa, organisant ses pensées. Il savait que quitter ce refuge signifiait prendre des risques, mais il ne pouvait pas vivre en fuite pour toujours. De plus, il avait des responsabilités envers Carmen et Mia qui allaient bien au-delà de leur simple protection. « Rosa, puis-je vous parler un instant ?»« Bien sûr, mon fils. Tu as l'air inquiet. Je dois sortir cet après-midi pour régler quelques problèmes. Est-il possible que Carmen et Mia restent ici quelques jours de plus? Elles peuvent rester aussi longtemps qu'elles en ont besoin. Mais puis-je offrir le conseil d'une vieille femme ?» Edward hocha la tête, sincèrement intéressé par la sagesse de cette femme extraordinaire. Cette fille et sa mère sont entrées dans ta vie pour une raison, Edward. Ce n'est pas une coïncidence que tu les aies rencontrées cette nuit-là. Parfois, Dieu utilise les personnes les plus simples pour enseigner les leçons les plus importantes. Edward regarda de nouveau la cour, où Mia aidait maintenant un enfant plus petit à lasser sa chaussure. La maturité et la gentillesse de la fillette l'impressionnaient constamment. Vous avez raison, Mama Rosa. Elles ont plus changé ma vie en 2 jours que je n'ai changé en 45 ans. Cet après-midi-là, Edward se prépara à affronter Marcus et à reprendre sa vie en main. Mais il savait que, quel que soit le résultat, il ne serait plus le même homme froid et calculateur qu'il était autrefois. Edward arriva au commissariat de police accompagné d'Arthur et de 2 gardes de sécurité privés. Il avait troqué le costume déchiré contre des vêtements simples empruntés à Benny, se sentant étrangement plus à l'aise dans cette tenue moins formelle. Au commissariat, il fut accueilli par l'inspecteur Miller, un officier expérimenté qui avait enquêté sur de nombreuses affaires de criminalité en col blanc. « Monsieur Mandé, nous avons analysé toutes les preuves que votre avocat a présentées. Nous avons des motifs suffisants pour arrêter Marcus et Roger Slade pour tentative d'extorsion, fraude et association de malfaiteurs. » « Ont-ils été localisés ?» demanda Edward, sentant un mélange d'anxiété et de soulagement. Marcus a été arrêté ce matin au bureau de l'entreprise, en essayant d'accéder au compte bancaire bloqué. Roger Slade est toujours en fuite, mais nous avons émis un mandat d'arrêt contre lui. Edward fit une déposition détaillée sur les événements des 48 dernières heures, de sa rencontre avec Mia aux menaces qu'il avait reçues. L'inspecteur écouta attentivement, prenant des notes et demandant occasionnellement des éclaircissements. « Monsieur Mandé, j'aimerais également parler avec la femme et l'enfant qui vous ont aidé. Ce sont des témoins importants dans cette affaire. Elles sont dans un endroit sûr, inspecteur. Je peux les amener ici demain, une fois que je serai sûr que Roger Slade a été capturé. » Après avoir accompli les procédures légales, Edward retourna à la maison de Mama Rosa en fin d'après-midi. Il y trouva une scène qui le remplit d'émotion. Carmen était dans la cuisine, aidant à préparer le dîner pour tous les enfants, tandis que Mia racontait des histoires aux plus jeunes dans la cour. « Monsieur Edward !» Mia courut le serrer dans ses bras dès qu'elle le vit. « Mama Rosa a dit que vous étiez parti régler les problèmes avec les méchants hommes. »« Oui, Mia. La moitié du problème est résolue. » Edward s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux de la fillette. « Marcus a été arrêté aujourd'hui. Il n'embêtera plus personne. » Carmen apparut à la porte de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. « Et l'autre homme ? » ?»« Il est toujours recherché, mais la police le trouvera bientôt, » sourit Edward d'un air rassurant. « Dans quelques jours, vous serez toutes les 2 complètement en sécurité. » Cette nuit-là, après le dîner communautaire chez Mama Rosa, Edward eut une longue conversation avec Carmen sur le porche. Les enfants étaient allés se coucher et la maison était calme, enveloppée par la paix caractéristique de ce lieu spécial. « Carmen, je dois parler de l'avenir pour vous 2. Monsieur Edward, nous avons déjà fait des projets. Dès que je serai complètement rétabli, nous irons à Stanford chez ma sœur. Nous arriverons à nous remettre sur pied par nos propres moyens. » Edward secoua la tête. « Carmen, vous m'avez sauvé la vie toutes les 2. Mia a tout risqué pour m'avertir du danger,
Et vous, vous m'avez montré qui j'étais vraiment, sous toute cette froideur d'entreprise. Nous n'avons fait que vous rendre la gentillesse que vous nous avez montrée il y a 2 ans. C'était bien plus que ça. Édouard regarda par la fenêtre la chambre où Mia dormait paisiblement. Cette fille a un courage et une gentillesse qui me rendent humble. Elle mérite toutes les opportunités que le monde peut offrir. Monsieur Édouard, où voulez-vous en venir? Édouard prit une profonde inspiration, organisant les pensées qui s'étaient formées dans son esprit au cours des derniers jours. Carmen, je voudrais adopter officiellement Mia. Et j'aimerais que vous travailliez avec moi, non pas comme une employée, mais comme une partenaire dans un nouveau projet que je veux développer. Carmen resta silencieuse un long moment, des larmes montant à ses yeux. Monsieur, je veux créer une fondation pour aider les familles sans abri. Vous comprenez cette réalité mieux que quiconque. Et Mia serait vraiment ma fille. Le lendemain, la nouvelle arriva que Roger Slade avait été capturé en tentant de fuir vers un autre État. Avec tous les criminels appréhendés, la vie d'Édouard, Carmen et Mia étaient enfin en sécurité. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit pluvieuse qui avait changé à jamais la vie d'Édouard Mandé. L'homme d'affaires se tenait sur le porche de sa nouvelle maison, plus petite et plus chaleureuse que le manoir qu'il habitait autrefois, regardant Mia jouer dans le jardin avec d'autres enfants. La propriété avait été transformée en siège de la Fondation Espoir, le projet né de sa rencontre avec cette famille spéciale. Carmen s'approcha, portant un plateau de limonade fraîche, vêtue d'une robe simple mais élégante qu'Édouard lui avait achetée. Sa santé était entièrement rétablie et elle rayonnait d'un bonheur contagieux pour tous ceux qui l'entouraient. « Comment s'est passée la réunion avec les investisseurs aujourd'hui » demanda Carmen en versant un verre à Édouard. « Mieux que prévu. Nous avons obtenu le financement pour ouvrir 3 autres unités de la fondation dans d'autres quartiers. » Édouard sourit en regardant Mia apprendre à un nouvel enfant à faire du vélo. Cette fille a un don naturel pour prendre soin des autres. Elle a hérité ça de toi, papa, dit affectueusement Carmen, utilisant le titre que Mia avait choisi pour lui après que l'adoption officielle eût été finalisée. Édouard était toujours ému chaque fois qu'il entendait ce mot. Papa. À 45 ans, il avait découvert qu'être père n'avait rien à voir avec les liens du sang, mais avec l'amour, le dévouement et l'engagement. Mia était officiellement devenue Mia Louise Mandé, et il ne pouvait pas être plus fier. Carmen, tu te souviens de ce que tu as dit cette première nuit? Que je t'avais sauvée sur Church Street? Je m'en souviens, pourquoi? Maintenant, je sais que c'est toi qui m'as sauvée. J'étais en train de devenir une personne froide, calculatrice, préoccupée uniquement par l'argent et le statut. Édouard prit doucement la main de Carmen. Tu m'as rendu mon humanité. Carmen rougit légèrement. Ces derniers jours, la relation entre eux avait naturellement évolué de la gratitude à quelque chose de plus profond. Édouard découvrait chaque jour de nouvelles qualités en Carmen, sa sagesse pratique, sa force intérieure, sa capacité d'amour inconditionnel. « Papa, Carmen, venez voir !» cria Mia depuis le jardin, agitant la main avec enthousiasme. Ils s'approchèrent et virent que la fillette avait organisé les autres enfants en une petite représentation théâtrale. Mia jouait une enseignante, aidant les plus jeunes à lire des mots simples écrits sur des fiches colorées. Son naturel et sa patience impressionnaient constamment Édouard. « Quand je serai grande, je veux être une maîtresse comme Mama Rosa », annonça fièrement Mia. « Je veux apprendre aux enfants qui n'ont pas eu la chance d'étudier avant. » Édouard sentit les larmes lui monter aux yeux. La fillette qu'il avait trouvée dans la rue, effrayée et affamée, rêvait maintenant d'aider d'autres enfants dans des situations similaires. La générosité et la gratitude étaient devenues les valeurs fondamentales de sa personnalité. « Tu seras une merveilleuse enseignante, ma fille », dit Édouard en serrant affectueusement Mia dans ses bras. Cette nuit-là, après que tous les enfants de la fondation eurent dîné et se fussent retirés dans leur chambre, Édouard se tenait seul dans le jardin, réfléchissant au voyage extraordinaire qu'il avait entrepris. Il avait perdu un partenaire traître et découvert que l'argent, bien qu'important, n'était pas ce qui donnait un sens à la vie. Marcus purgeait une peine de 5 ans pour fraude et tentative d'extorsion. Roger avait été condamné à 7 ans pour avoir orchestré l'enlèvement et l'association de malfaiteurs. La justice avait prévalu, mais plus important que la punition des coupables était la transformation que ces événements avaient apportée dans la vie de toutes les personnes impliquées. Édouard leva les yeux vers le ciel étoilé, se souvenant de cette nuit pluvieuse où il avait failli écraser une petite fille dans la rue. S'il avait su alors que cette rencontre changerait complètement sa vie, l'aurait-il cru? Probablement pas. Mais maintenant, il comprenait que les plus beaux cadeaux de la vie viennent souvent déguisés en problèmes.
Mia apparut à la fenêtre de sa chambre, lui faisant un signe de la main avec un sourire radieux avant de se mettre au lit. Édouard lui rendit son signe, le cœur débordant d'amour paternel. 3 semaines après cette rencontre dramatique au coin d'une rue mal éclairée, Édouard Mandé avait découvert que la vraie richesse ne se trouvait pas dans ses comptes en banque, mais dans le sourire d'une enfant courageuse, dans l'amour d'une femme spéciale et dans la satisfaction d'utiliser ses ressources pour transformer des vies. Quand une petite main toucha la sienne, Édouard se tourna et vit Carmen à ses côtés, regardant les étoiles avec lui. « Merci, Eve, murmura-t-il. Pourquoi ? Pour m'avoir appris que la gratitude et le courage peuvent transformer n'importe quel destin. » Carmen sourit et lui serra la main plus fermement. « Merci, Édouard, de nous avoir montré que la gentillesse et l'amour sont les seuls investissements qui comptent vraiment. » Dans le jardin baigné de lune, une famille improbable mais authentique trouva la paix qu'elle avait cherchée toute sa vie, sachant que les liens forgés dans l'adversité sont les plus solides et les plus durables.